Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Notre grande interrogation du jour, crise ukrainienne, les armes occidentales dans la guerre, les terroristes heureux destinataires. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, des hommes en Ukraine, il y en a et qui revendent des armes occidentales aux terroristes qui sont du côté de la Syrie. Des Syriens venus en Ukraine rejoindre les rangs de la brigade tchétchène, comme par exemple Cheikh Mansour, auraient passé un accord avec des soldats de l'armée ukrainienne pour leur acheter à bas prix des armes données par l'Occident. Une fois acquises, celles-ci ont été acheminées vers la Syrie en passant par la Roumanie, la Bulgarie, puis la Turquie. Ces armes sont composées de mines, de missiles anti-chars, javelins, de fabrication américaine et de fusils d'assaut. Elles auraient été acheminées avec l'aide de réfugiés turcs, mais surtout avec la bénédiction de l'Occident et précisément des États-Unis. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Crise ukrainienne, les armes occidentales dans la guerre, les terroristes heureux destinataires. En tout cas, pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yam Bentimba. Docteur Yam Bentimba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Gos. J'espère que vous allez bien. Ça va, tout va bien. Eh bien, on ne comprend pas réellement ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Dès le départ, Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, nous a dit qu'il était dans une opération spéciale, une opération militaire spéciale en Ukraine. Mais depuis plusieurs mois aujourd'hui, eh bien, les armes entrent justement en Ukraine, les armes occidentales précisément, et on a l'impression finalement que les heureux destinataires sont des terroristes venus d'autres régions et d'autres pays. Il faut bien comprendre, il y a des précédents dans l'histoire. Avec nos amis occidentaux, il y a toujours des précédents et des précédents désagréables dont ils ne tirent, soit qu'ils n'en tirent aucune leçon, oui, soit justement que ces précédents constituent pour eux un mode opératoire qu'il faut préserver. Vous vous souvenez de la première guerre d'Irak? Oui. À cause de la première guerre en 91, lorsque les États-Unis débarquent en Irak. Vous vous souvenez qu'après ça, le djihadisme a exploré, a fait florès. Beaucoup d'armes ont été abandonnées, beaucoup d'armes sont retrouvées dans la nature. Ensuite, il y a eu la deuxième guerre du Golfe en 2001. Et après ça, vous avez eu le cas le plus proche de nous, c'est la Libye. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a le Sahel, mais l'essentiel des armes viennent des arsenaux libyens de l'époque. Exact. Parce qu'on les abandonne généralement, ou alors on les fait arriver discrètement à qui on avait décidé de les envoyer. Donc nous avons là un très sérieux problème et nous devons anticiper désormais là-dessus. En tout cas nos États africains, parce que moi je m'occupe essentiellement de l'Afrique. Chaque fois qu'un Africain est tué par une arme et que nous réussissons à identifier d'où vient cette arme, ce pays doit nous payer une pénalité. Aussi simple que ça. Oui. Il faut qu'on soit extrêmement rigoureux sur cette question-là. Une arme à feu, ce n'est pas un jouet. Du tout. Ce n'est pas un jouet. Cette affaire peut enlever la vie à quelqu'un. Il y a des mécanismes à mettre en place. Le premier, si une arme fabriquée dans si une arme enlève la vie à un de nos concitoyens africains, le pays qui a fabriqué cette arme-là, si elle n'a pas été vendue légalement à un État souverain qui existe, qui est reconnu et qui peut en montrer la preuve, ce pays-là qui a fabriqué cette arme-là doit pouvoir être pénalisé, doit nous payer une pénalité pour ça. La deuxième chose, c'est que, rentrons spécifiquement au niveau de la Russie, au niveau de l'Ukraine, il est clair dans la stratégie qui se profile à l'horizon ou qui de plus en plus se démontre. Les États-Unis, leur problème, ce n'est pas l'Ukraine. Ça les intéresse même pas. S'il faut même que toute la population ukrainienne soit disparaisse, oui, soit détruite, et ça ne les intéresse pas. Les États-Unis ont des objectifs géopolitiques précis et ce sont ces objectifs que les États-Unis poursuivent. L'Ukraine, c'est un État tampon entre leurs objectifs et la Russie. L'Ukraine, si vous voulez, c'est le bouclier qu'on met devant et qui va prendre le choc. Seulement, aujourd'hui, le risque d'avoir ces armes-là, ce n'est pas seulement que ça va se retrouver en Syrie ou ailleurs, mais ça, c'est la face qu'on veut présenter. Mais c'est en Europe. Le terrorisme risque de se retrouver au cœur de l'Europe et d'une manière telle qu'ils ne l'ont pas connu, ne serait-ce que depuis très longtemps.
Parce que toutes ces armes qu'on envoie en Ukraine, une grande partie, on laisse croire que ça va se retrouver en Asie ou en Afrique. La grande partie va rester en Europe. C'est un principe d'inertie, c'est le principe d'inertie fondamental. C'est que vous le vouliez ou pas, si vous vendez une chose ici, une petite partie au point B, au point A, où vous êtes en train de vendre cette chose, une partie va quand même rester là, avant que le reste s'éparpille un peu partout. Une partie demeurera là. Donc, il va y avoir une partie de ces armes-là qui va rester en Europe et le terrorisme risque de devenir le quotidien des Européens. Parce que pour le moment, il est le quotidien des Africains et des Asiatiques, tout au moins au niveau de la partie occidentale de l'Asie, qui est le Golfe Persique, cette zone-là. Je n'aime pas le terme Proche-Orient, Proche-Orient, parce qu'ils y mêlent l'Égypte, alors que l'Égypte est en Afrique. L'Égypte ne fait pas partie du Proche-Orient. Donc, je vais appeler ça la partie occidentale de l'Asie. Donc, ces armes, on laisse croire que c'est là-bas que ça va aller, ce qui est déjà quelque chose d'inacceptable. Pourquoi vous savez que ces armes se retrouveraient là-bas, mais vous les envoyez quand même? Et puis, il y a cette contradiction assez incroyable où les gens meurent aux États-Unis du fait des armes, et puis vous envoyez quand même les armes ailleurs, mais vous voulez combattre la prolifération des armes aux États-Unis. Alors donc, ailleurs, les gens peuvent mourir, mais chez vous, il y a quand même une grande émotion lorsque quelqu'un meurt avec des armes. Mais il faut interdire ça. Normalement, les armes à feu ne devraient jamais se retrouver entre les mains d'individus autres que les forces armées, ou tout au moins les hommes en tenue, qui sont des forces publiques. Ça ne devrait jamais se retrouver entre les mains des citoyens qui ne sont pas dans ces forces-là. Et ces gens, entre les mains indues entre lesquelles ça se retrouve, ça peut être donc des citoyens, ça peut être de simples citoyens, ça peut être des terroristes. Les terroristes, il va falloir cesser de les armer. Mais comment on peut cesser d'armer les terroristes lorsque des États ont des objectifs géopolitiques qui sont fondés justement sur la capacité à faire crépiter les armes? Est-ce que ce n'est pas fait exprès finalement? Mais c'est fait exprès. Parce que plusieurs personnes disent aujourd'hui, un peu partout, des experts, que tout est fait exprès par les États-Unis. C'est une stratégie. C'est pour créer le chaos finalement. C'est la stratégie. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche. C'est la stratégie du chaos. Ils veulent créer le chaos en Europe. Je vous ai dit, hein, je crois qu'on en a parlé il y a quelque temps sur votre plateau. La stratégie des États-Unis, c'est pas directement de se retrouver en guerre ouverte avec la Russie, mais c'est d'affaiblir la Russie et l'Europe. Parce que ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est que grâce au gaz russe et aux investissements chinois, l'Europe relevait son économie, qui avait subi tous les problèmes depuis 2008, les subprimes, etc. La crise des subprimes. Donc, les Européens relevaient leur économie grâce à cela. Le problème, c'est que si les Européens relèvent leur économie, dans ce triangle-là, l'énergie est russe, les investissements sont chinois et l'Europe, ils seront plus dépendants Ils seront plus dépendants des États-Unis et ça consolide à la fois la position de la Chine comme leader économique mondial et comme puissance militaire montante, mais ça consolide le leadership militaire, géostratégique et énergétique de la Russie. Les États-Unis seraient donc un pays isolé, une puissance isolée, parce que l'Europe, la Russie, la Chine constitueraient quelque chose qui est naturel, l'Eurasie. Et donc, les Américains se sont opposés à Nord Stream 2 parce que c'était, si vous voulez, l'élément final de ce dispositif. Les Européens se retrouvent donc avec un développement économique bloqué et on essaie d'affaiblir les Russes qui deviennent de plus en plus puissants parce que de toute manière, tout le monde paye. Vous n'avez pas le choix. L'Europe, c'est 50% de dépendance au gaz russe de manière générale, globalement. Et le gaz, ce n'est pas on ne change pas du jour au lendemain, malgré tout le bavardage des politiciens européens, là. On ne change pas ça comme ça. Il faudrait au moins 20 ans pour que l'Europe se passe du gaz russe. Et il faudrait de très longues années pour qu'il se passe du pétrole russe. Et si vous vous faites passer, il se passe du pétrole russe. Mais le reste du monde prend le gaz russe et prend le pétrole russe. D'ici 3-4 ans, la Russie va vendre à la Chine l'équivalent de tout le gaz qu'il vend aujourd'hui en Europe. Sauf que les États-Unis n'ont pas la capacité de livrer autant de gaz aux Européens. Oui. Donc, en fait, les États-Unis veulent affaiblir leurs cousins, les Européens, pour maintenir leur leadership au niveau mondial. Sauf que, en l'état actuel, leur leadership est totalement dépassé par la Chine sur le plan économique, totalement dépassé par la Russie sur le plan énergétique et sur le plan militaire surtout et sur le plan des technologies les plus avancées.
Oui. Dans le domaine militaire, l'électronique, les télécommunications, l'informatique, etc. Et du coup, les pays comme l'Inde ne peuvent pas basculer facilement dans le camp américain parce qu'ils ne voient plus vraiment l'intérêt d'y être, alors que l'avenir du monde se joue ailleurs. L'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, qui sont les autres mastodontes de l'Asie du Sud-Est. Et l'Afrique dans tout ça. Mais l'Afrique, dans tout ça, elle ne s'organise pas. Elle ne se met pas au travail. Elle ne se structure pas. On a toujours des hommes de paille qui ont des discours alambiqués sur la création des agences humanitaires en Afrique, sur un fonds d'assistance humanitaire en Afrique, parce que comme il n'y a plus de blé, il va y avoir de la famine. Des types incapables de s'asseoir et de dire il faut produire du mil, du sorgho, des ignames, des patates, etc. Mais qui pensent qu'il faut un fonds d'assistance, qui va aller acheter du riz et du blé partout. Voilà le problème de l'Afrique. Donc, il faut qu'on s'élève un peu plus et qu'on fasse ce que la Russie a fait. La Russie est sous les sanctions depuis pratiquement 14 ans aujourd'hui. Mais 14 ans suffit pour en faire le premier exportateur mondial de blé. L'un des premiers exportateurs en termes de fruits. Qu'est-ce que l'Afrique a fait pendant ce temps? Elle a passé son temps, les gens ont passé leur temps à sillonner le monde et à n'apporter aucune solution viable aux problèmes de fond de l'Afrique. Donc, tout ça est fait volontairement, à dessein. Si vous installez le chaos à travers le monde, comme dans le cas d'espèces, là ils sont en train d'installer le chaos en Europe, vous voyez comment les Européens s'embrouillent, disent n'importe quoi, ils se mettent à sanctionner les Russes, alors que les Russes ne font qu'affermir leur place dans le monde. C'est eux qui ont des problèmes parce que c'est chez eux que l'inflation est la plus élevée, c'est chez eux que les métros sont fermés, c'est chez eux que des magasins sont fermés, c'est chez eux que les emplois commencent à se perdre, etc. Est-ce qu'ils ont entendu que les Russes sont en train de perdre des emplois ou que les Chinois perdent des emplois? Oh, c'est ça le problème. Trump les avait prévenus. Et aujourd'hui, on voit bien que le quasi plein emploi qui avait été retrouvé aux États-Unis, on est en train de le perdre. On commence encore à perdre des emplois aux États-Unis. Donc, ils font ça à dessein. Vous créez le chaos partout. Là, il y a le chaos dans le Moyen-Orient, le Yémen, avec la Syrie. Vous créez le chaos en Afrique avec tout ce qui est au niveau du Sahel et vous essayez de le maintenir dans les Grands Lacs. Ce qui fait que ces États, ces populations ne sont pas capables de s'organiser et de se structurer. Et ce chaos vous donne donc la possibilité d'apparaître à nouveau comme le grand gendarme du monde. Le problème, c'est que ce paradigme d'hier est dépassé. Les stratégies à la Kissinger qui datent des années 60 sont dépassées. On ne peut pas, le monde ne va plus vivre sur ce genre de choses. Aujourd'hui, vous avez un nouveau monde dans lequel, en fait, la puissance est partagée, la puissance est distribuée. Et cette distribution de la puissance au niveau de la planète fait que les États-Unis feraient mieux de reconnaître qu'ils ne sont plus la première puissance du monde et que, au fond, la croissance partagée permettrait à tout le monde de vivre mieux et de pouvoir mieux s'en sortir. Je ne sais pas pour quelle raison la stratégie du chaos est celle que retiennent les États-Unis. La stratégie des États tampons, du containment, des choses comme ça qui datent des années 40, 50, 60, qui sont des stratégies totalement dépassées. Mais le reste du monde va s'organiser et les États-Unis se retrouveront dépassés. Jusqu'à preuve du contraire, depuis la chute des 2 tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001, les États-Unis ont fait croire au monde entier qu'ils luttaient contre un concept qu'on appelle le terrorisme. Mais avec ce qui se passe actuellement du côté de l'Ukraine et surtout les armes qui se retrouvent entre les mains des terroristes, on a plutôt l'impression que c'est les États-Unis qui ont créé le terrorisme et qui finalement arment les terroristes pour faire leur sale besogne. Beaucoup d'États aujourd'hui peuvent effectivement se demander comment le terrorisme est arrivé sur leur terre. Et quand on regarde les connexions au niveau international, la main des États-Unis se retrouve très souvent derrière tous ces mouvements-là. Oui. Quand ce ne sont pas les États-Unis, c'est parfois leurs sous-traitants européens et on retrouve donc leur main derrière. Du coup, les gens se posent la question de savoir contre quoi luttent effectivement les États-Unis. La question de fond, c'est que les États-Unis ne luttent pas contre le terrorisme. Ce n'est pas ça. Les États-Unis terrorisent le monde et pour maintenir leur leadership, tout simplement. Et le concept de lutte contre le terrorisme, c'est extrêmement dangereux parce qu'en économie, on dit chaque fois que vous voyez un dirigeant, un chef d'entreprise fixer des contre-objectifs, c'est qu'il a perdu le contrôle de l'entreprise. Et donc, lutter contre le terrorisme, lutter contre la pauvreté, lutter contre ceci, ça veut dire qu'en réalité, les maîtres du monde ont perdu le contrôle du monde. Déjà, de manière sur le principe, ils l'ont perdu. Donc, si vous les voyez fixer ces contre-objectifs,
c'est parce qu'ils essaient de se rattraper. Mais vous allez vous rattraper comment alors qu'il est clair aux yeux de tout le monde que vous avez perdu la main? Donc, vous allez instaurer quelque chose que vous retournez contre les autres et on appelle ça la propagande de guerre. Donc, j'instaure le terrorisme et je vous dis que je lutte contre ce terrorisme, je suis le sapeur-pompier. Ce n'est pas le pompier pyromane. Ce n'est pas avec ça que les États-Unis vont sauver leur place dans le monde. Les États-Unis vont sauver leur place dans le monde grâce à la croissance partagée, grâce à une coopération saine, respectueuse. Est-ce qu'ils sont justement dans cette logique? Le problème, c'est comment les États-Unis ont été créés. Ce n'est pas un État qui a été créé avec de longues traditions séculaires ou millénaires. C'est un État qui a été essentiellement créé par des voyous. Et cet État-là n'est pas... L'essentiel des Américains, des premiers jours, c'était dehors la loi. Ou quand ils n'étaient pas dehors la loi, c'était des gens qui étaient arrivés, ils n'avaient aucun droit. On parle des esclaves. Oui. Et les États-Unis se sont construits sur la décimation de populations autochtones. Et tout cela, qu'ils le veuillent ou pas, a un impact sur la vie des Américains d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir décimé des populations. Le sang de ces gens-là crie vengeance, le sang de ces gens-là crie à la justice. Vous ne pouvez pas avoir torturé des millions, des dizaines et des dizaines de millions d'Africains pendant des siècles et vous pensez que leur souffrance ne crie pas vengeance, n'appelle pas à la justice. Vous ne pouvez pas avoir torturé, avoir tellement fait du mal à l'extérieur de votre propre territoire que vous croyez que ça ne crie pas vengeance. Les États-Unis sont dans un moment de leur histoire où il faut en fait que les Américains en appellent à la réconciliation avec l'humanité tout entière. Les gens ne détestent pas les États-Unis, c'est les États-Unis qui sont mal à l'aise avec le reste du monde. Et le fait d'être mal à l'aise avec le reste du monde leur font commettre beaucoup de gaffes. Et ils croient dur comme fer que ce qu'eux ils ont à dire, c'est la vérité absolue, mais ce n'est pas la vérité absolue. Les autres ont des traditions millénaires. Et les gens qui sont quand même là depuis plusieurs millénaires en savent davantage que vous sur la vie et sur l'organisation des États et sur les questions géopolitiques et géostratégiques. Donc, si vous pensez que le fait d'avoir pu développer des armes puissantes vous donne le fin mot, vous donne la connaissance absolue sur les relations internationales, sur la géopolitique internationale et sur le rapport entre les peuples, vous vous trompez, vous mettez le doigt dans l'œil. Et ce doigt que vous mettez dans l'œil vous rend borgne et vous ne voyez pas exactement que vous courez à votre perte. Les gens à travers le monde aiment les États-Unis, aiment le peuple américain. Mais seulement, comme un peu les Africains dans leur rapport avec les Européens, la plupart des gens ont pitié du peuple américain. Et cette pitié vient du fait que les Américains peuvent vivre quand même beaucoup plus heureux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils ne sont pas obligés d'avoir des tueries en masse. Ils ne sont pas obligés d'avoir le chômage qu'ils ont. Ils ne sont pas obligés de subir cette espèce de vie difficile qu'ils subissent. Ils peuvent vivre quand même beaucoup plus heureux que ça. Et en Afrique particulièrement, nous sommes désolés de voir tout cela. Donc, il faut que les États-Unis refassent totalement leur manière de voir. Il n'y a aucune faiblesse à comprendre qu'on a tort, à comprendre que le monde vous tend la main, mais vous ne la prenez pas et vous voulez faire la force. Il y a eu beaucoup d'exemples au cours de l'histoire où des empires portés par l'orgueil, portés par cette espèce de confiance absolue en leur puissance militaire se sont effondrés. Parce que la puissance militaire n'a jamais vaincu la détermination des peuples à se libérer. Et la puissance militaire n'a jamais instrumentalisé de manière indéfinie des personnes dans le cadre d'actions terroristes ou le reste. Et ce sont souvent ces terroristes qui se retournent contre ceux qui les arment, ceux qui les financent et ceux qui, à un moment donné, sont leur mandat. Donc, nous devons faire très attention. Ces armes qui entrent en Ukraine et qui circulent en Ukraine, avec la bénédiction qui viennent des États-Unis, d'un certain nombre de pays européens, et qui passent par la Roumanie, la Bulgarie, etc., et qui passent par un certain nombre d'autres, ça vient des États-Unis, d'un certain nombre de pays européens, et qui passent par un certain nombre d'autres, et qui ont la bénédiction des institutions comme l'Union européenne, l'ONU même, certains membres de l'ONU. Il va falloir faire très attention, parce que le retour de bâton sera très très dur pour ces pays-là. Nous n'avons pas, et je crois que c'est ça qu'ils ne comprennent pas souvent chez les Africains. Il y a des gens qui ergotent en disant que les Africains sont payés par les Russes pour les soutenir. Lorsqu'on rentre dans l'histoire et qu'on comprend l'origine de cette mission, opération militaire spéciale en Russie, on sait qu'on aurait pu l'éviter. Elle n'était pas nécessaire. Mais il y a des choses qui ont conduit les dirigeants russes de manière objective à y arriver. Et cette opération, on aurait pu
faire qu'elle ne dure pas aussi longtemps qu'elle est en train de durer. Les Russes ont prévu le temps qu'ils ont prévu et elle arrivera à son terme. On aurait pu 2-3 jours après aller vers les Russes et leur parler. Je dis toujours, les petits-enfants de 5-6 ans au Cameroun disent, mais comment lui il s'appelle Volodymyr, l'autre s'appelle Vladimir, pourquoi ils ne se parlent pas? Ce n'est pas des frères. Alors quand deux frères ne veulent pas se parler, parce que l'un est instrumentalisé par un certain nombre d'intérêts qu'ils ne maîtrisent même pas, c'est extrêmement dangereux. Et les Européens vont subir le retour de bâton de toutes ces armes qu'ils envoient en Russie, qu'ils envoient en Ukraine. La Russie détruit une bonne partie y est déjà arrivée, une certaine partie y est déjà arrivée, mais un jour, ça va se retrouver dans les capitales européennes, ça va se retrouver dans les villes européennes, ça va peut-être détruire des usines ou des infrastructures européennes et américaines. Est-ce vraiment le monde dans lequel nous aimerions vivre? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ne mesurent pas la gravité des actes qu'ils sont en train de poser et puis la maladresse de la façon dont ils gèrent la crise ukrainienne? Il est évident que si les armes sont envoyées en Ukraine, d'abord, ce n'est pas sûr que la grande majorité y arrive. Une partie est certainement détournée en route. Et tout ce qui arrive n'est pas utilisé. Et les groupes d'extrême droite, les groupes extrémistes, les groupes violents européens, les néo-nazis et tous ces gens-là, ils vont s'approvisionner où? C'est la grande interrogation. Et demain, quand il y aura des attentats, que dira-t-on? On espère seulement que les choses s'arrangeront très rapidement. Merci à vous, docteur Yametima, d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée en notre compagnie. N'oubliez surtout pas de rester sur notre page Facebook et sans oublier YouTube où l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.